18 août 2024. Bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit avec beaucoup de plaisir Marème Kanté, la plume citoyenne, avec Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour. Merci, messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, ces temps-ci, la presse sénégalaise est dans ce qu'on appelle la tourmente, ou bien tourmente qui a été créée de toutes pièces par les nouvelles autorités. Nous sommes dans une situation qui est assez compliquée au niveau de la presse sénégalaise. Beaucoup parlent, beaucoup donnent leur avis par rapport à ce qui se passe. Eh bien, on va en parler aujourd'hui. La journée sans presse, les rapports presse et pouvoir, l'entreprise de presse au Sénégal et son modèle économique, comment la presse doit opérer sa habitation de nos jours. Madame Kanté, vous avez beaucoup écrit, parlé, échangé avec vos lecteurs, vos aussi internautes. Comment avez-vous apprécié cette journée sans presse au Sénégal? Déjà, je dirais que c'est venu à son heure. D'abord, je dis bonjour aux Sénégalais. Je pense que à toute la communauté sénégalaise et à Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye. Cheikh Ndiaye. Voilà, Alassane, je pense que il était le moment. Voilà, le moment était venu que la presse tape sur la table et montrer que c'est un pouvoir, un quatrième pouvoir. Et la journée sans presse, moi, je l'ai saluée. Je l'ai fortement saluée parce que c'était le moment de marquer son empreinte dans le désaccord qui le lie avec les pouvoirs publics. Cheikh Ndiaye, par rapport à cette journée sans presse, quelle est votre appréciation? Oui, bon, de mon côté, je déplore. Pourquoi? Cette journée sans presse, parce que, à mon avis, on ne devrait pas en arriver là. Parce que tout simplement, nous sommes dans une grande démocratie au Sénégal. N'oublions pas que le Sénégal fait partie des références démocratiques en Afrique et même dans le monde aujourd'hui. Et tout le monde sait que dans un pays démocratique, le rôle de la presse est central. Et aujourd'hui, on devrait plutôt favoriser un dialogue entre la presse et les autorités pour ce que l'on appelle crise et que moi j'appelle un malentendu. Parce qu'à la vérité, il peut y avoir des dysfonctionnements, il peut y avoir des contradictions, mais il faut toujours se référer au dialogue. Le Sénégal est un pays de dialogue, comme on a l'habitude de dire. Et aujourd'hui, ce qui se passe, dès lors qu'il y a eu des bonnes volontés qui ont essayé de rapprocher les uns et les autres, dès lors que il me semble que les autorités ont montré ces derniers temps, notamment le président de la République, une volonté de renouer le dialogue avec la presse. Après la journée sans presse. Oui, mais je veux dire, après la journée, oui. Peut-être que c'est la journée qui l'a poussé à peut-être avoir cette approche. Mais à mon avis, cette crise ne devrait pas avoir lieu dans la mesure où la cause de la crise, parce que la crise c'est une conséquence. Mais quelle est la cause de cette crise? C'est ça la véritable question. Est-ce que c'est parce que les journalistes, enfin je ne dis pas les journalistes, les entreprises de presse n'ont pas voulu payer les impôts, ou est-ce que c'est l'État qui veut prendre pour prétexte le non-paiement des impôts pour s'attaquer aux entreprises? Ça, c'est une question, à mon avis. Mais pour moi, aujourd'hui, ce que je remarque depuis que les nouvelles autorités sont arrivées, c'est qu'il ne s'agit pas simplement des entreprises de presse qui sont ciblées par les impôts. Moi, en tant qu'avocat, et la plupart des avocats ont eu à connaître des redressements. Et ces avocats, quand même, sont allés individuellement. Et d'autres entreprises sont allées individuellement prendre attache avec des fiscalistes, des spécialistes des impôts, qui sont allés faire des contestations, d'abord au niveau administratif, au niveau des bureaux concernés, mais également négocier, dialoguer pour trouver un terrain d'entente. Parce que nous savons tous que, quand même, l'impôt est payable, c'est un acte citoyen qu'il faut saluer.
Les journalistes de CEDEPS a dit que depuis que le président est installé, ils avaient envoyé plusieurs demandes d'audience, notamment le 1er mai, une relance qui n'a pas été acceptée. Le président lui-même a reçu les jeunes reporters en disant qu'il est ouvert aux solutions. Il y a une lettre ouverte qui a été envoyée, mais il est resté lettre morte. Ensuite, la presse s'est réveillée, a vu que les comptes étaient bloqués, l'État doit l'argent à ses entités de presse, refuse de les payer, et demande à la presse de payer les impôts. Je pense que le premier devoir de l'État du Sénégal d'abord, c'est de protéger la presse. Quand je dis presse, je parle de la presse et les médias dans tout son ensemble. Parce que c'est le terrain d'expression autant de l'État du Sénégal que autant de la nation sénégalaise. Okay? Donc, partant de là, dès l'instant où la presse a envoyé une correspondance au président de la République et aux autorités publiques pour une rencontre avec eux, je pense que normalement cette réponse devrait être rapide. Et aussi, ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire que en tant que citoyenne, je fais juste mon analyse propre, personnelle. J'ai remarqué qu'il y a un traitement sélectif dans cette affaire. Et pour être objectif, il n'y a que quelques organes de presse qui sont particulièrement ciblés. Et ces organes de presse sont du privé. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, si on parle des impôts aujourd'hui, le parapublic, en l'occurrence la RTS, l'APS et le Soleil, doivent plus de l'argent aux impôts que le privé, n'est-ce pas? Paraît-il que c'est 33 milliards de francs CFA. Oui. Que la RTS, l'APS et le Soleil doivent aux impôts. Oui. Comparativement à 7 milliards que le privé doit aux impôts. Maintenant, pourquoi cette sélection? Pourquoi cet acharnement sélectif? Si aujourd'hui, le parapublic, ces trois organes qui sont financés par le contribuable sénégalais, dont le secteur, les citoyens de ce secteur privé, pourquoi ce traitement de faveur à l'égard de ces trois organes qui doivent de l'argent aux impôts? Maintenant, moi j'aimerais bien savoir pourquoi les autorités n'ont pas quand même, c'est-à-dire ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi ce privé n'arrive pas à payer les impôts. On dit qu'il y a une question, il y a des histoires de fraude parce que même le personnel, la taxe prélevée sur le salaire du personnel n'est pas versée. Et là, j'interpelle les pouvoirs publics. Quel est le rôle de l'IPRES dans cette affaire? Quel est le rôle de l'inspection du travail dans cette affaire? Quel est le rôle du ministère du Travail dans cette affaire? Si l'inspection du travail se permet tout simplement de regarder le contrat de travail sans pour autant regarder est-ce que dans le contrat du travail, ce qui lie l'employé et l'employeur est effectif, oui ou non? Parce que normalement, l'inspecteur de l'inspection du travail devrait aussi être un contrôleur par rapport à est-ce que le travailleur a tous ses droits dans l'entreprise. Est-ce que l'employé respecte les droits de l'employeur en versant ce qui lui doit à l'institution chargée de la collecte des charges sociales. Et cette institution chargée de la collecte des charges sociales, des collections, des cotisations sociales, est-ce qu'elle fait son travail? Y a-t-il aujourd'hui une base de données au Sénégal
qui représente tous les employés du Sénégal, contribuables, y en a-t-il, oui ou non? Je pense que s'il y en a, déjà, ça va faire tilt dans la tête de l'employé en disant « Ah, le salarié, je dois verser sa cotisation parce que demain, il en a besoin pour sa retraite, pour son assurance maladie. » Maintenant, si ces trois organes, et y compris la direction des impôts aussi, s'ils ne font pas le travail comme il le faut, il y a un problème. Donc, ça veut dire que même au niveau de l'administration publique, il n'y a pas ce maillage, cette connexion de suivi et de contrôle. J'ai l'impression que chacun fait dans son coin, mais normalement, une administration, ça doit être, si j'ose m'exprimer, ça doit être comment on appelle, un map, une carte. Une interconnexion. Une interconnexion. Et que chacun doit rendre compte à l'autre. Donc, à ce niveau-là, l'inspection du travail est interpellée. L'IPRES est interpellé, la direction, le ministère de l'Emploi est interpellé et la direction des impôts est interpellée. Donc il ne faut pas mettre tout le tort sur le privé en disant que oui, parce qu'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas versé les charges de... Donc il y a un problème au niveau de l'administration publique aussi, à ce niveau. Il faudra qu'on règle cela. Donc voilà, donc je peux... Mais aujourd'hui, comment cette presse doit opérer sa mutation par rapport aux questions qui se posent sur la digitalisation? On en parle beaucoup dans ce pays-là, mais la digitalisation demande une formation et demande des moyens d'y aller. Oui, bon, avant de répondre à votre question, je voudrais aussi faire quelques précisions par rapport à la réflexion de Mme Kanté. Effectivement, elle a posé des problèmes très pertinents. Mais il faut comprendre qu'il y a certaines administrations, l'inspecteur du travail, son rôle principalement, il faut d'abord partir du constat que ce ne sont pas tous les contrats de travail qui sont soumis à l'inspection du travail. Un contrat de travail, il n'est pas forcément écrit. Il y a tellement de contrats de travail qui ne sont pas écrits, et même s'ils sont écrits, qui ne sont pas soumis au visa de l'inspecteur du travail. Donc, le champ d'intervention des inspecteurs du travail sur les contrats est assez limité. Ils ne peuvent contrôler que la régularité des contrats qui sont soumis à leur appréciation. Ça, c'est deux. Deuxièmement, par rapport aux institutions sociales, bon, ce qui pose problème ici, ce ne sont pas les charges sociales, c'est l'impôt, la contribution des citoyens, parmi lesquels les personnes physiques et les personnes morales, à l'impôt. Il est important de préciser que la presse n'a jamais dit qu'elle ne paie pas les impôts. Non. La presse a clairement dit qu'elle a des problèmes pour payer les impôts. Qu'elle a des retards. Non, je ne dis pas ça. Je dis que ce qui non, mais c'est l'information qui a été fait circuler au Sénégal. Mais les journalistes refusent de payer les impôts. C'est de l'intoxication. Non, je ne pense pas que les Sénégalais savent que, quand même, on vous demande de payer des retards d'impôts, peut-être. Mais vous avez toujours payé des impôts. Toutes les entreprises, on ne peut pas se soustraire au paiement de l'impôt ici au Sénégal. Et maintenant, certains patrons de presse demandent... On peut avoir des retards. Entre payer les impôts... Et d'ailleurs, il y a une question cruciale qui s'est posée aux patrons de presse. Entre payer les impôts et payer les salaires, quel est le choix qu'il faut faire? Non, mais attends, il n'y a pas de choix. Le problème de choix ne se pose pas. Le salaire a un caractère alimentaire. Si vous ne payez pas vos employés, ils ne travaillent pas. Et puis vous ne produisez pas, vous disparaissez. Le paiement de l'impôt peut toujours être reporté. C'est pourquoi on demande aujourd'hui... Parce que tout simplement, l'impôt, on a ici au Sénégal un système déclaratif. C'est vous qui allez vers les impôts. Vous faites vos déclarations. Et l'impôt calcule avec vous ce que vous avez déclaré et vous dit vous devez payer tant. Et vous payez. Ok. Et la question à partir de ce moment, la question a été posée, Mme Kanté, où il y a des Sénégalais qui travaillent ici, qui ne payent pas les impôts. Exactement. Il y en a plein qui ne payent pas les impôts pour l'habitat, qui ne payent pas les impôts sur les voitures, qui ne payent rien du tout. Il y a même des inspecteurs pour les impôts de domaine qui ne payent pas les impôts. Exactement. Non, l'inspecteur des impôts, c'est un fonctionnaire.
il paye l'impôt à la source. Mais les maisons qui sont un peu Les partout, fonctionnaires ne les peuvent pas maisons se qui faire sont un peu, les maisons qui C'est sont, pas possible. les maisons qui sont un peu partout à Dakar, parce que c'est les plus grands bailleurs de ce pays-là, ils ne paient pas les impôts Ça, c'est autre chose. sur l'habitat. Oui, Non, c'est une moi question. je pense que ça, c'est en autre fait, chose. oui, non mais non une c'est pas question. autre Non, chose, moi c'est je pas- ne rentre pas dans ces débats. Non, Les non, maisons, non, en oui, fait, oui, oui, vous bah, savez ça, pourquoi il ne faut pas personnaliser les On débats. moi j'ai invité dans mon émission Momar Ndao, qui est le patron d'Ascosen, qui a dit les plus grands bailleurs au Sénégal, ce sont les inspecteurs des impôts et domaines et les magistrats qui ont les maisons qui Il faut louent. arrêter de stigmatiser. Je ne stigmatise pas. Non. C'est une interview que j'ai Non, posée. s'il vous plaît. Attendez, on va y L'opinion arriver. de M. Momandao Mais n'engage attendez. que lui. Oui, Mais d'accord, ce n'est pas mais- une règle générale. Oui, c'est lui qui l'a dit. Ah non, il faut Mariama, faire attention. Cette hein. question. Les maisons qui sont pas, les gens qui ont des maisons ici qui ne paient pas les impôts, Moi, qui je louent pense que- des je immeubles. pense- Moi, je pense que concernant les impôts, je vais être clair parce que le maître est là, c'est un juriste, et je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Bien entendu. Nul n'est au-dessus de la loi. Si un citoyen est solvable, doit payer les impôts. Absolument. Si un citoyen achète un bien, doit payer une taxe, n'est-ce pas? Donc il y a les différentes sortes d'impôts. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit payer les impôts. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait une répression sélective. Ça, c'est ça qu'il faut éviter au niveau du pouvoir public. Et que aujourd'hui, vous avez souligné, moi j'aurais même préféré que les impôts se déplacent et aller voir les citoyens en leur disant que voilà, et leur faire le rappel du paiement des impôts et des taxes. Parce que peut-être qu'il y en a même qui voudraient le faire, mais est-ce qu'ils ont la connaissance de L'information. Est-ce qu'ils ont la connaissance? Parlons du secteur informel. Mais il y a des milliardaires dans le secteur informel. Pourquoi ils ne payent pas les impôts? Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent payer? Déjà, ce sont des analphabètes, pour la plupart. Mais est-ce qu'il y a un inspecteur des impôts qui est allé les voir pour leur dire que vous êtes des citoyens, vous gagnez tant dans la société, vous avez le devoir de rendre tant à la société? Est-ce que ça s'est fait? Donc, ça concerne tout le monde. Ce que je déplore, c'est le traitement sélectif. Et ça, il faudra qu'on l'arrête. Pour ma part, si par exemple le nouveau régime qui est arrivé aujourd'hui au pouvoir prône la rupture, moi ce que je considère rupture dans mon entendement, la rupture, c'est de corriger en fédérant ensemble les forces. Corriger en fédérant ensemble, mais pas corriger dans la répression et corriger dans la sélection des niches non. Si c'est ça, il y aura peut-être des dysfonctionnements par rapport au ressentiment, c'est-à-dire il y en a qui seront frustrés, il y en a qui vont se sentir incompris et tout. Et ça, pour moi, il faut tout simplement maintenant ils sont dans les irrégularités, on les rappelle vers la régularité, mais dans le sens pédagogique. Dans le sens pédagogique en fait, parce que beaucoup ne savent pas en fait que c'est un devoir de payer les impôts. Surtout le segment analphabète qui gagne beaucoup d'argent, ne savent pas. Donc 7 milliards pour la presse, mais c'est pire par rapport à 33 milliards pour la RTS. Et maintenant, ce que je ne comprends pas, Alassane, il y a autre chose. L'État est là en train de faire la répression au secteur privé. Mais l'État doit de l'argent au secteur privé. L'État n'a qu'à lever ce qu'il doit à l'argent au secteur privé. Après, le compte est bon. Le compte est bon. C'est la question de la dette intérieure. Oui. La dette intérieure du Sénégal, où les entreprises aujourd'hui sont pratiquement tous asphyxiés, qui demandent à ce que l'État paye la dette intérieure. Oui, non. Pour que l'argent circule. Non, ça c'est une obligation. L'État. Parce qu'aujourd'hui, le constat qui a été fait au Sénégal aujourd'hui, c'est que l'argent ne circule pas. Oui, bon, l'argent ne circule pas. Ça, moi, si. je reste un peu sceptique sur l'argent ne circule pas. Ça Pourquoi? signifie quoi? Je ne comprends pas. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que l'impôt, le paiement de l'impôt est un acte citoyen. Absolument. Et il appartient aux citoyens d'aller vers les impôts pour payer. C'est la loi qui est ainsi. Mais est-ce qu'elle le comprend? Laissez-moi terminer. Est-ce qu'elle le comprennent les citoyens? Laissez-moi terminer. Est-ce qu'ils comprennent les citoyens? Non, nul n'est censé ignorer la loi.
Il faut Mais partir. un analphabète Non, madame, peut laissez-moi ignorer la loi. Un analphabète. laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Nul n'est censé ignorer la loi. Dès l'instant que la loi est votée et publiée, elle est applicable à tout le monde. Et tout le monde est présumé Écrit en français. l'avoir, la connaître, en être informé dès qu'elle est publiée au journal officiel. Que voilà. OK? Maintenant, ce que vous dites, je suis parfaitement d'accord. Les administrations concernées font des campagnes de sensibilisation. Et si vous êtes très attentif, il y a des impôts qui sont payables à certaines périodes. OK? Et à cette période, il y a souvent des communiqués qui sont faits dans vos organes de presse de rappeler, par exemple, aux entreprises, aux personnes sur le foncier bâti. Il y a même des prospectus qui sont distribués et des affiches qui sont faites le long de la corniche sur les grandes artères qu'il faut payer l'impôt foncier à telle période, etc., etc. Ça, c'est le travail de l'administration. Je suis parfaitement d'accord. Concernant maintenant le secteur informel. Mais le secteur informel, vous le savez tous, au Sénégal, ceux qui payent normalement l'impôt ici, normalement, ce sont les fonctionnaires. Parce qu'ils sont coupés à la source. Et les entreprises également, ils prélèvent certaines retenues qu'ils versent aux institutions sociales et d'autres aux impôts. Voilà, normalement. Maintenant, là où le problème avec la presse, je dis que tout simplement, il y a une sorte de malentendu. Parce que pour moi, les impôts sont, la presse est assujettie, les entreprises de presse sont assujetties au paiement de l'impôt. Bien sûr. Aujourd'hui, le contexte politique que nous connaissons tous, avec l'arrivée de nouvelles autorités, peut-être qu'il y a eu des tiraillements à gauche, à droite, mais à mon avis, la résolution de ce problème ne passe pas par une confrontation entre les entreprises de presse et l'État. À mon avis, dès lors que des voies de dialogue sont ouvertes, il appartient. Je pense que ce n'est pas au président de la République, ni au ministre des Finances, de régler ce problème. Ce sont l'administration fiscale. Les entreprises de presse doivent aller individuellement. Je dis bien individuellement, parce que les cas ne sont pas identiques. C'est du cas où Mme Kanté parlait de la RTS. Je suis d'accord. Aujourd'hui, la RTS est le plus grand débiteur des impôts. Mais ils sont allés, il y a certaines entreprises de presse qui sont allées directement aux impôts et qui ont réglé le problème. À mon avis, c'est une question d'approche. Les entreprises de presse doivent aller individuellement. Et moi, je vais vous dire, à 90%, tous ceux qui sont allés vers les impôts, qui ont été redressés et qui sont allés s'asseoir avec les impôts, ont trouvé des solutions avec eux. Parce que l'impôt n'est pas un moyen de répression. Non, du tout. Je ne suis pas d'accord. L'impôt, simplement, c'est un moyen de faire participer aux citoyens à la vie de la cité. C'est ça son rôle, c'est ça son objectif. Mais justement, du moment qu'on est dans cette situation-là, beaucoup disent aussi qu'au niveau de la presse, le modèle économique n'est plus opérant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, s'adapter aux nouvelles mutations? Justement, Alassane, c'est là où ça devient vraiment intéressant pour la presse. Moi, je pense que si la presse traverse ces moments difficiles en ce moment, c'est parce que la presse ne connaît pas son pouvoir même, son pouvoir en tant que, si je peux je vais peut-être me répéter, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Ce n'est même pas le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir législatif. La Constitution, ceux qui adoptent les lois, voilà, d'accord, et les rédiger, ça c'est le pouvoir législatif. Ensuite, il y a le pouvoir exécutif. Ensuite, il y a le pouvoir judiciaire dans le corps de maître. Ensuite, il y a le quatrième pouvoir, qui est le terrain d'expression de ces trois pouvoirs et de la nation sénégalaise. Dans ce pouvoir, la presse, les médias dans leur ensemble ont dans leurs mains une mine d'or. Une mine d'or dans laquelle ils peuvent se faire beaucoup d'argent. Comment? Déjà, pour le modèle économique, aujourd'hui,
dans mes écrits, plusieurs fois, j'ai décrié ça, l'état de la presse. Aujourd'hui, dans le modèle économique, on ne sait vraiment pas qui fait quoi, Qui est quoi? et qui est qui au niveau de la presse. Tout le monde, si on peut les cataloguer, peut-être tout le monde est dans la politique. Aujourd'hui, il n'y a pas une presse scientifique. Et pourtant, pas plus tard que hier, je pense que le Sénégal a envoyé son premier satellite. Absolument. Où est la presse scientifique dans ça? Il n'y a pas, pratiquement, il n'y a pas de presse économique. Je vois que peut-être il y a le marché, le nouveau qui est sorti avec M. Diaw. Adama Diaw. Abdou Diaw. Abdou Diaw. Et ensuite, qui d'autre? Réussir, il y avait Réussir de Baye Dame Wade. Voilà. Et de Financial Economic, Financial Afrique. De Adama Wade. Ensuite, l'environnement. Il n'y a que Ecovert. La presse économique, la presse culturelle, la presse créative. Il n'y en a pas. Donc, le modèle économique est déjà là pour que chacun puisse s'insérer dans un segment et créer de la plus-value et des emplois. Mais est-ce que les Sénégalais achètent des journaux aussi? Non, ce n'est pas seulement les journaux. C'est là où je vais rebondir. C'est pas seulement. La presse n'a pas besoin de faire. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne m'intéresse pas au papier. Peut-être pour les livres seulement, les bouquins, ça j'adore. Mais sinon, tout ce qui est papier, je ne m'intéresse pas parce que j'ai la possibilité de m'informer à partir de mon smartphone. Maintenant, là où je veux attirer l'attention de la presse, c'est que le modèle économique doit passer par le numérique. Et dans le numérique, il y a déjà un secteur qui s'appelle les industries culturelles et créatives. Dans cette industrie culturelle créative, il y a tout, il y a la radio, il y a la télévision, il y a les spectacles vivants, il y a la presse imprimée, il y a les jeux vidéo. Mais est-ce que, au lieu de que chacun reste dans son coin, pourquoi il n'y a pas ce maillage ensemble, même s'il le faut, avec la complicité de l'État, créer moi j'avais proposé des consortiums. J'avais même proposé un consortium des industries créatives et culturelles du Sénégal. Mais regardez par exemple, je vous donne un exemple. Une icône comme Youssou Ndour, par exemple, je ne peux pas comprendre que la production de Youssou Ndour se limite seulement au son. Pourtant, Youssou Ndour est un label, comme tant d'autres, Kumba Gawlo. Youssou Ndour pourquoi Youssou Ndour, le label Youssou Ndour n'a pas de dérivé? Oui. Comme par exemple, je vous donne un exemple. Un dessin animé? Non, des dérivés, je parle. Aujourd'hui, tout ce qui est goodies, tout ce qui est goodies, mais normalement peuvent porter l'icône Youssou Ndour, les casquettes. C'est-à-dire même dans son message, Youssou Ndour a produit combien de textes avec des messages qui peuvent être portés sur des supports de communication et vendus dans le Sénégal et en Afrique. Pourquoi nous allons importer, par exemple, des casquettes des Lakers, des je ne sais pas quoi, alors que nous avons des icônes de réussite ici qui peuvent nous inspirer. Par Kumba Gawlo Seck, moi j'aurais bien aimé avoir une marque de maquillage, Kumba Gawlo. Et là, je l'avais même dit ça à Kolde Ardo au Dialogue National. Est-ce que ce que vous dites là, il n'y a pas un travail psychologique à faire en profondeur? Est-ce que ce n'est pas de la mentalité de sous-développés qui pensent que tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur que ce qui est produit sur place? C'est parce que il n'y a pas, parce que chacun se suffit dans son coin. Je pense qu'il faut qu'il y ait des leaders qui ont cette générosité d'esprit de rassembler pour créer plus d'idées, pour créer plus pour qu'il y ait plus d'innovation. Nous avons des talents incommensurables au Sénégal et l'industrie culturelle et créative, voici une niche d'emploi déjà pour ces jeunes-là qui sortent regardez par exemple les films. Moi maintenant je suis fan des séries. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas vu, déjà il y a le festival de Cannes, mais pourquoi il n'y a pas un festival, par exemple, des films des séries sénégalaises? Oui, pourquoi on n'a pas cela? Comme Hollywood. Il y a le FESPACO. Non, pas le FESPACO, je C'est parle de Burkina ça. Faso. Je parle de nous Sénégalais, ce que nous produisons. Parce que nous avons un talent incommensurable dans tous les domaines. Comment créer de la plus-value et des produits dérivés par rapport à cela? Je parle de ça. Et ça, la presse seule, qui est le terrain d'expression,
a les moyens de se faire de l'argent par rapport à cela. Je parle de ça en fait. Et elle a posé le modèle économique aujourd'hui comme aux États-Unis. La presse sénégalaise aujourd'hui a dit que l'État ne s'occupe pas des questions de fond, comme celle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, qui viennent, qui prennent aujourd'hui les articles qui sont produits par des journalistes, des vidéos, et qui génèrent de la publicité avec Google qui ne sont pas payés. Alors qu'en France, aux États-Unis, la presse est rémunérée par le copyright, le droit d'auteur, le droit voisin. C'est des questions de fond qui ont été débattues à l'Union européenne, qui font que les grands producteurs comme Google payent aujourd'hui à la presse américaine et à la presse française ou européenne, et non à la presse africaine. Oui, non, mais ça, il faut le comprendre, Alassane, parce que tout simplement, c'est un peu le rapport entre le fort et le faible. Aujourd'hui, en Europe, ils ont les moyens de faire face aux Américains et normalement aux GAFA. Mais dans le cas de la CEDEAO, c'est une idée qui peut être portée par les pays de la CEDEAO. Mais absolument. Mais je veux dire que il faut d'abord que ça commence, qu'il y ait une prise de conscience, d'abord une volonté politique de nos autorités de s'organiser pour faire face à ces monstres qui sont même plus puissants que nos États eux-mêmes. Donc, c'est une question de volonté politique et c'est une question d'organisation interne. Vous savez, la CEDEAO, aujourd'hui, on a des problèmes. Il y a des problèmes déjà en interne. L'UEMOA, peut-être. Mais je veux dire que pour faire face à ces géants, comme l'a fait l'Union européenne, il y a des taxes. Mais ce sont des milliards qui sont en jeu, qui peuvent créer des emplois en Afrique. Au lieu que les jeunes se jettent en mer, toujours continuer à aller au Nicaragua jusqu'à la République dominicaine, on a trouvé des Sénégalais qui sont morts dans des bateaux. On aurait pu réfléchir sur ces questions de fond. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous sur la question. Je veux simplement dire que il appartient aux autorités. Et ça, c'est depuis longtemps. Il appartenait à ces autorités de faire face à l'action de ces géants économiques qui viennent aujourd'hui et qui tirent la plupart de leurs ressources en Afrique. Aujourd'hui, vous voyez, vous prenez quelqu'un comme Bill Gates, qui est une icône de la Silicon Valley, il a un programme en Afrique. Certains même disent que, bon, à tort ou à raison, il y a des théories complotistes qui l'accusent de certains. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Mais à la vérité, je pense que aujourd'hui, il appartient aux Africains de s'organiser. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Kagame est en train de le faire au Rwanda. Il est en train de développer, n'est-ce pas, une élite scientifique, comme le disait Mme Kanté, qui sera capable de faire face à ces mastodontes pour pouvoir leur apporter une réponse appropriée à leur action. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, aujourd'hui, comme l'a dit Mme Kanté tout à l'heure dans son intervention, la presse a un rôle fondamental à jouer dans la prise de conscience. Parce que ce que je remarque, aujourd'hui, la presse économique est limitée. En tout cas, les organes qui sont spécialisés. Mais je ne dis même pas que les organes de presse se spécialisent. Mais je pense qu'il devait y avoir dans chaque organe de presse une page économie, une page comme il y a une page sport, une page culture, une page politique, etc. Mais les Sénégalais n'achètent pas les journaux. Mais si. Non, ils n'achètent pas les journaux. Vous produisez un journal, vous l'amenez chez un vendeur. Oui. Vous avez un Sénégalais qui vient donner 100 francs, il lit tous les journaux gratuitement. Il n'achète pas le journal. Alassane, je pense que c'est pas. Problème. Non, oui. Mais c'est pas. Non, on peut se passer du papier. C'est pas un problème ça. Et là, ça fait du bien à l'environnement. Ok. Donc allons sur le numérique. Ouais. Aujourd'hui, même dans les fonds, au fin fond de l'État du Sénégal, dans les territoires, tout le monde a le smartphone. Donc il suffit tout simplement que la presse et les médias. Et tout le monde n'a pas Internet. Hein? Il y a des contrées au Sénégal, il n'y a pas Internet. Hein? Oui, mais bon, pour la plupart, parce qu'ils sont dans TikTok. Hein. Oui. Donc, s'ils sont dans TikTok, ça veut dire que la presse a une part arrachée à TikTok pour pouvoir vendre le Sénégal avec toute sa diversité culturelle, industrielle, économique, sportive et tout. Donc, je parle de ça. Donc, il faudra que tout le monde, je ne parle pas seulement de la presse, je parle de tout le monde. Parce qu'il ne faut pas seulement. Mais ce modèle demande de la formation, demande des moyens, de la digitalisation, ce n'est pas seulement en parler. Il faut que les acteurs soient formés. Alassane, aujourd'hui, vous voyez ces jeunes-là qui font des lives sur TikTok, et Snapchat et sur les supports. Ils sont pas formés. Hein.
Ils ont juste appris sur le tas. Mais maintenant, imaginez, vous leur donnez des produits en leur disant, faites ceci, pour vendre la culture sénégalaise, pour vendre l'économie sénégalaise, pour vendre l'industrie sénégalaise, pour vendre la créativité, l'artisanat, tout ce que nous avons comme valeur, comme atout. Voilà, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Donc, en fait, moi, je veux appeler les gens à savoir que nous n'avons même pas besoin des autres pays africains. On peut aller nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, et à partir de notre capital humain, chercher ce que l'on veut, même devant les GAFAM. Si aujourd'hui, Ousmane Sonko, le Premier ministre, a dit, a lancé un message percutant à l'endroit de la communauté de la France par rapport à Thiaroye 44. Pourquoi c'est l'occasion de lancer un message percutant aux GAFAM en leur disant, vous n'allez pas utiliser, nous voulons travailler avec vous, mais vous nous devez quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas utiliser nos populations et nous n'avons rien en contrepartie. Maintenant, ce que nous attendons de vous, soit vous financez telle partie ou telle partie, l'éducation. Par exemple, si nos jeunes passent tout leur temps sur TikTok, nous attendons de vous des redevances pour pouvoir financer notre éducation. Nous attendons de vous des redevances pour pouvoir financer notre santé. Nous attendons de vous des redevances pour pouvoir construire des universités pour former ces jeunes-là. Maintenant, c'est juste une question de mentalité et de mindset. Et aussi d'avoir le courage d'être devant la personne et de lui dire ce que tu vaux et ce que tu veux. Je pense que c'est ça. Courage, mindset, ça nous permet d'aller aux changements qui sont intervenus dans la justice sénégalaise. On a vu qu'il y a eu un jeu de chaises musicales un peu partout, un chamboulement dans la justice. Quelle appréciation en avez-vous? Oui, Alassane, je pense qu'à l'issue des assises nationales sur la justice, qui a été la première rencontre organisée par le nouveau régime à son arrivée, bon, nous tous acteurs de la justice, comme les citoyens tout court, nous attendions à des changements. Bon, il y a eu des changements, donc certains magistrats ont été affectés, il y a eu le pool financier qui a été formé, etc. Alors, c'est apprécié diversement. Parce que vous savez, c'est un secteur tellement sensible que tout acte peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a eu de belles promotions qui ont été faites par des magistrats qui ont eu le mérite, quand même, il faut le souligner, d'être promus au poste qu'ils ont été. Mais il faut aussi voir qu'il y a certains magistrats qui ont été sanctionnés. Je ne mets même pas la sanction entre guillemets. Moi, je dis les choses, je mets les pieds dans le plat. Ah, vous pensez ceux qu'on a envoyés à Tambacounda ont été sanctionnés? Bon, moi, je pense que c'est une sanction. Quoi qu'on puisse se dire, on ne peut pas se réfugier derrière notre petit doigt pour dire que non, la région de Tamba, c'est une région comme les autres. Dans l'absolu, c'est vrai. La région de Tambacounda, c'est une très belle région. Mais dans la mentalité des Sénégalais, Tamba, c'est une sanction. Et les Tambacounda dénoncent cela d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que tous ceux qui ont été amenés là-bas, d'une manière ou d'une autre, ont eu à poser des actes judiciaires dans le cadre de leur office au moment où ils étaient en poste, à connaître certaines affaires qui ont eu à avoir des répercussions quand même sur le plan politique. Tous ceux qui ont eu touché à un dossier concernant l'actuel Premier ministre ou l'ancien président de la République ont été tous mutés à Tambacounda. Ça quand même, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas dire que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard non plus. On ne parle pas de la légalité de ces affectations. Sur le plan légal, tout fonctionnaire, magistrat, instituteur, inspecteur des impôts peut être affecté dans n'importe quelle région. Mais vous parlez de la perception. Oui. Mais c'est la perception que les gens ont de ces affectations. Et la réalité est que tous ceux qui sont là savent que vraiment c'est une sanction. Maintenant, une sanction peut être légale, comme on dit. Elles sont légales. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que il y a aussi également
les cas des hauts magistrats qui ont été affectés, sans poste, qui sont là. Ça aussi. Et curieusement, ce sont des magistrats qui ont été aujourd'hui à des postes où ils ont eu à piloter certains dossiers. Ça aussi, c'est un constat et il ne faut pas se voiler la face. Moi, à mon avis, je crois que aujourd'hui, on a beaucoup. La justice, je parle, et là, c'est un cri du cœur. C'est un acteur de la justice qui parle. La justice a beaucoup souffert des soubresauts politiques et de l'action des hommes politiques. Et c'était le moment de clôturer ce chapitre pour de bon. Et aujourd'hui, agir en sorte que la justice puisse recouvrer son indépendance et définitivement. Aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais le fait que certains soient sanctionnés parce qu'ils ont eu à officier par le passé sur des dossiers, mais ça peut jeter un trouble dans l'esprit de ceux qui sont là aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui si on me transfère des dossiers sur une personnalité politique? Est-ce que je dois agir dans un sens de plaire à tel ou tel, ou est-ce que je dois remplir mon serment fidèlement comme je l'ai prêté? Oui. Mariam, Voilà quelle la appréciation question. avez-vous de cette question justement? Moi, je vais d'abord dire deux choses. Le Sénégal est un pays béni. Le Sénégal, c'est un pays béni. Je dis toujours que nous ne sommes ni la Gambie, ni la Côte d'Ivoire, ni le Mali, ni la France, ni les États-Unis. Nous sommes le Sénégal. Et dans ce Sénégal, nous avons deux soupapes de sécurité. C'est nos guides religieux. Que ça soit d'obédience musulmane, chrétienne ou athée. Nos guides religieux. Et nos forces de l'ordre et de sécurité. La justice dans son ensemble. Il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher. Parce que si l'un est dans l'éducation spirituelle, l'autre est dans la surveillance et la sécurité pour la stabilité nationale. Maintenant, si aujourd'hui, Maître vient de le dire, si aujourd'hui les hommes politiques ont fait trop de tort à la justice. Et ça, c'est depuis Senghor. Et ça, c'est depuis Senghor. La justice, pour moi, elle est intouchable. Normalement, elle doit faire son travail. Parce que son travail, c'est quoi? C'est de veiller à ce que les lois soient appliquées et si ce n'est pas appliqué, qu'il y ait sanction. Maintenant, à partir de là, les hommes politiques ne devraient pas utiliser ces hommes qui règlent la cité à leur fin politique en les utilisant pour régler tel ou tel dossier ou pour défendre tel ou tel dossier. Ça, c'est pas bon. Et ce que je crains dans ça, c'est qu'on favorise les autres au détriment des autres. Les frères d'armes, personne n'a le droit d'être entre eux. Parce que c'est eux qui mouillent le maillot sur le terrain pour sécuriser la nation, pour protéger la nation. Donc ces gens-là, normalement, autant quand je dis la presse est un quatrième pouvoir, le système judiciaire aussi est un quatrième pouvoir qui doit être indépendant et aussi non manipulable par le politique. Ça, c'est important parce que je ne peux pas comprendre. Là, Maître vient tout à l'heure de dire qu'on a sanctionné. Pourquoi sanctionner? Pourquoi sanctionner? Maître a expliqué tous les magistrats, qu'ils soient de hauts magistrats ou bien des magistrats simples, qui ont touché au dossier, qui ont touché à l'actuel Premier ministre, ont été sanctionnés. J'aurais préféré aujourd'hui à Tambacounda que le Premier ministre, je ne dirais même pas le président de la République, mais le Premier ministre soit conciliant et aussi un tout petit peu... Prendre de la hauteur. Comment? Prendre de la hauteur. Oui, prendre de la hauteur. Parce que moi, le mot rupture, là, c'est très important pour moi. Je ne sais pas comment les Sénégalais ont cet entendement de la rupture. Mais pour moi, le mot rupture, c'est de rompre avec les dysfonctionnements, mais en fédérant toutes les forces sénégalaises.
tous les fils et ceux qui sont même dans leur... Est-ce que dans une maison, même le fils, le père de famille est là, est-ce que si le fils ou la fille a fait une erreur, est-ce qu'on dañ koy beddi? Non. En fait, vous dites que le pays a besoin d'actes d'apaisement. Exactement, dans l'apaisement, ceux qui sont même dans l'erreur, mais qui soient présents, qui soient présents là où on va rectifier l'erreur. Ce n'est même pas la peine de les sortir, de les balayer pour mettre d'autres. Parce que ceux que vous amenez, ce sont des Sénégalais. Et vous connaissez même pas leur manière de travailler. C'est pas parce que c'est pas vous, dans votre esprit, vous pensez que le djub-djubal, c'est bon pour vous, donc ça doit être bon pour tout le monde. Moi, je pense que il est temps, aujourd'hui, les Sénégalais, moi, ce que je lance à la nation toute sénégalaise, tout entière, c'est que nañuy tàpp xol yi tuuti, on se rassemble tous, que ça soit le pouvoir public, politique, le pouvoir économique, le pouvoir social et tout, on se rassemble tous pour corriger nos erreurs ensemble, parce que personne n'est parfait. Si aujourd'hui Ousmane Sonko a eu des problèmes avec la justice, parce qu'il a fait un acte qui n'est pas normal, il a eu des problèmes. Si aujourd'hui la justice a été sanctionnée par Ousmane Sonko, peut-être parce qu'il y a quelque chose il y avait des dysfonctionnements dans le traitement des dossiers. Maintenant, est-ce que ce n'est pas le moment d'apaiser tout cela pour qu'on aille, parce que Sénégal, instant la joie de vivre n'existe même plus, tellement on est dans le ressentiment. Et ça, c'est pas bon. On est en train aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'on est en train de distiller petit à petit de la haine dans le cœur des Sénégalais. Et nous Sénégalais, on est tout sauf haineux. On est tout sauf violent. On est tout sauf tout ce qui est dénigrement. Parce que loolu yàlla moo ñu ko may. Pourquoi? Ndax nit ñi baax yi, maam yi baax yi ñi fi nekk. Sëñ Touba, pourtant il a eu beaucoup de problèmes avec le colon, mais il n'a jamais utilisé la violence. La violence, il s'est battu avec le kalama, la plume. Et c'est ça qui est normal. Maintenant, les intellectuels, débattons ensemble avec les idées et fédérons nos forces. Ce n'est pas la peine d'être dans des camps, des clivages comme ça ne sert absolument à rien. Déjà, on est entouré d'une ceinture de feu et en notre sein, il y a du feu partout. Pourquoi? Ça ne sert absolument à rien. C'est le message que je veux lancer. La plupart des intellectuels sénégalais sont sous la table en ce moment. Ils se cachent, on ne les entend plus. Le débat que tu as posé tout à l'heure est important en disant que si ces magistrats ont été sanctionnés parce qu'ils ont touché à des dossiers qui ont touché à ces nouvelles autorités-là, quel est le signal qu'on lance à ceux qui sont venus? Mais justement, c'est la problématique que j'ai posée tout à l'heure. De leur dire, suivez nos pas, sinon vous aussi. Ça peut être perçu comme ça, même si expressément, on ne peut pas dire de manière mathématique, c'est comme ça. La perception du public. Voilà, ça peut être perçu, même par ces acteurs. Ça peut être perçu même par ces acteurs. Donc, moi, je pense que, vous savez, un magistrat, il agit toujours sur la base d'un dossier. Et ce dossier, il ne va pas le chercher, on le lui donne. Vous voyez bien? Et il rend des décisions. La question qui se pose, est-ce que cette décision-là, elle est conforme à tel code ou à tel autre code? Voilà la seule question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin dans la justice d'apaisement. Est-ce que ce n'est pas parce que les politiciens eux-mêmes politisent les décisions de justice? Quand elles vous arrangent, le magistrat il est bon, c'est le meilleur. Quand il ne vous arrange pas, c'est le mauvais magistrat. Oui, vous savez, l'homme politique, il n'est là que pour ses intérêts. Mais cette manière de faire, d'interpréter les décisions de justice par les politiciens. Mais absolument, parce que dans tous les cas, l'homme politique, lui, il ne cherche que ce qui l'arrange. Ce n'est pas le cas du juge, ce n'est pas le cas du magistrat. Le magistrat, son seul bréviaire, c'est la loi. Il fait des choses qui sont conformes au droit ou qui ne sont pas conformes au droit. C'est la seule question qu'il faut poser à un magistrat. Est-ce qu'il a violé la loi? Et s'il a violé la loi, il y a des mécanismes, il y a des voies de recours qui sont aménagées qui permettent de le sanctionner. Oui, absolument. Même, et s'il a violé maintenant sa propre déontologie, son propre code, mais il y a des institutions qui sont là pour le traduire en conseil de discipline. Et à ce que je sache, tous ces magistrats qui sont aujourd'hui stigmatisés, parce que en réalité, c'est une forme de stigmatisation. Au-delà de la stigmatisation de la région naturelle de la région de Tambacounda, qui est très belle, pourquoi on devrait amener tous ces gens-là
tout cela à Tambacounda. Moi, c'est la question que je me pose. Ouais. Pourquoi pas à Saint-Louis? Pourquoi pas à Mbour? Pourquoi pas à Thiès? Ou à Dakar? Et d'autres ont été mis à la disposition de l'administration centrale. Mais absolument. Le frigo, en fait. Oui, oui. Donc aujourd'hui, je pense que il faut qu'on arrête les règlements de compte. Ouais. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Il faut repenser les choses et favoriser l'apaisement. Ouais. C'est Bien le dit, dernier la message nation que je se veux. construit dans l'apaisement et dans la tolérance. Et surtout, si on veut que le Sénégal soit un pays développé, il faut qu'on arrive à avoir la foi importante pour le cœur. C'est le plus important de tout. Le Sénégal est un pays indivisible. Il faudrait marcher ensemble pour que le Sénégal puisse s'en sortir. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci à Cine Salou qui a assuré la technique. Biko Alassane Sambodjo. Bon dimanche à tous.